La respiration, c'est en soi un monde à découvrir. Des techniques de respiration, de travail avec le souffle, ça constitue même un des membres ou un des aspects fondamentaux du yoga. C'est une activité qui, à mon avis, a comme deux personnalités. Donc, quand on respire, on peut être conscient qu'on le fait ou on peut être inconsciente de notre respiration aussi. On peut contrôler le souffle ou la plupart du temps, on ne le contrôle pas. Puis, c'est aussi un outil qui peut nous servir à mesurer un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, en suivant le trajet de ma respiration, je peux prendre conscience de certaines tensions qu'il y a dans mon corps. Je peux prendre conscience de l'effet de certaines pensées sur comment je me sens ou l'effet de certains stresseurs, par exemple. C'est toutes ces particularités-là, ces caractéristiques-là qui font que la respiration est une chose ou un outil intéressant avec lequel travailler. Puis, je trouve que ça nous donne accès, en quelque sorte, à l'arrière-scène de ce qui se passe dans notre corps. Donc, c'est comme la porte d'entrée ou le pont entre ce qui est contrôlable, comme les mouvements, et ce qui l'est moins, comme les battements cardiaques, par exemple, ou comme la réaction globale du corps à un stresseur. Je suis Camille Proulx, une femme passionnée et une professeure de yoga. Vous écoutez le podcast Des pieds à la tête et aujourd'hui, je vous parle de respiration. Je ne vais pas vous parler du concept de la respiration en tant que tel, mais plutôt du muscle principal qui nous permet de respirer, qui est le diaphragme. Puis c'est avec le diaphragme que je vais vous parler un peu de comment fonctionne de manière générale la respiration. Donc pour ça, je vais aborder l'anatomie de ce muscle-là. Je vais aborder aussi ses principales fonctions. Puis je vais vous parler aujourd'hui de ce qui serait comme la respiration de base ou la respiration naturelle, puis de comment cette respiration-là fonctionne. Je vais aussi vous donner des exercices. Le diaphragme, c'est pas un muscle qui est aussi facile à repérer que, mettons, les quadriceps de notre cuisse. Fait que je vais vous donner des trucs pour que vous puissiez un peu mieux comprendre il est où et à quoi il sert. Donc, le diaphragme, c'est un muscle que si on voulait là, le simplifier vraiment beaucoup, on pourrait dire que c'est comme un parapluie, c'est comme une méduse. Moi, je trouve que des fois aussi, quand je regarde des images, ça me fait penser à un champignon. Donc, imaginez-vous une forme de dôme avec une petite tige ou des petits filaments aussi, là. Donc, c'est pas qu'un dôme, mais principalement un dôme. Puis ce dôme-là du diaphragme, il va diviser notre corps vraiment pratiquement dans le milieu du tronc, là, en deux cavités. Il y a en haut ce qu'on appelle la cavité thoracique, qui est finalement la cage thoracique. Puis en haut du diaphragme, il y a le cœur, il y a les poumons, par exemple. Puis en bas, il y a la cavité abdominale. Donc, notre abdomen, là où il y a les intestins, puis plusieurs autres organes aussi. Le diaphragme a vraiment plusieurs points d'attache, puis aussi relié à d'autres tissus comme des fascias. Donc, ça fait qu'il est connecté à pas mal de choses dans notre corps. Mais si on parle d'attache à proprement parler, on va souvent parler du processus xiphoïde. Ça, c'est comme la pointe de notre sternum. Si vous êtes capable de toucher, de repérer votre sternum, c'est comme un os un peu en forme de cravate qui est placé là où on aurait une cravate. Puis la pointe de ça, elle est à peu près où il y a le plexus solaire, là, donc à la fin du sternum. Le diaphragme s'attache environ là. Puis aussi à l'intérieur de nos côtes, de notre cage thoracique, sur les cartilages costaux des 6 dernières côtes. Sachant qu'on a 12 paires de côtes, on peut grosso modo là, se dire que c'est comme dans la moitié inférieur de notre cage thoracique qui va s'attacher. Puis vraiment à l'intérieur, il n'est pas par-dessus. Mais il y a aussi d'autres points d'attache qui descendent plus bas, eux, comme s'il y a un des côtés là, de notre méduse qui s'étirait ou des filaments. Donc, il y a des points d'attache sur les 3 premières vertèbres lombaires.
Puis ça, ces vertèbres-là, des fois, les lombaires, on a l'impression que c'est vraiment le bas du dos, mais les premières lombaires sont quand même hautes dans le dos. Donc, c'est juste après là où termine notre cage thoracique. En plus de toutes ces attaches-là que je viens de vous nommer, le diaphragme il est connecté de plusieurs façons à nos organes. Donc, pratiquement, là, tous les organes qui se trouvent en haut et qui se trouvent en bas ont certains liens avec le diaphragme ou vont être influencés par celui-ci. Fait qu'on peut déjà là, s'imaginer que s'il y a toutes ces attaches-là puis qui passent autour de autant d'articulations, le diaphragme, pour pouvoir le garder mobile, il va falloir garder les articulations de notre colonne vertébrale là, au niveau du dos puis des lombaires en santé, en mobilité, puis la même chose avec les articulations de nos côtes. Le diaphragme joue plusieurs rôles importants dans le fonctionnement de notre corps. Puis, vous vous y attendez, le premier rôle, c'est celui de la respiration. Donc, c'est le principal muscle de la respiration et je dirais même que c'est le principal muscle de l'inspiration. Le diaphragme il est toujours en train de se contracter ou de se relâcher quand on a une respiration qui est dite normale. Quand on inspire, il va s'étirer. Mais la cage thoracique, elle va s'ouvrir un petit peu sur les côtés. Le dôme va s'abaisser vers les organes, vers la cavité abdominale, comme si le dôme s'aplatissait un peu. Ça, c'est la contraction qui se passe à l'inspire. Puis quand on expire, en fait, c'est plus que là, le diaphragme fait juste relâcher, puis il remonte vers le haut. Ce que je viens de vous décrire, c'est vraiment le geste simple que le diaphragme fait, mais pour qu'il puisse faire ça, il y a d'autres muscles qui sont impliqués aussi, qui sont des muscles secondaires ou accessoires de la respiration. Donc, il y a les muscles intercostaux qui vont aider à tout ce mouvement-là, les muscles abdominaux aussi. Il y a d'autres muscles aussi qui se rattachent à notre cage thoracique qui vont aider comme à stabiliser puis à créer ce mouvement-là. Mais en gros, si on veut retenir vraiment juste qu'est-ce que le diaphragme fait, c'est qu'il s'abaisse à l'inspire et il remonte à l'expire. Il va arriver des fois, dans différents contextes, qu'on ne l'utilise pas de cette façon-là. Fait que des fois, ça peut être tout à fait normal parce qu'on est en train de courir, par exemple, la respiration va changer, on est en train de chanter ou de souffler les bougies d'un gâteau, on va avoir des expires peut-être plus forcés, on peut avoir aussi un inspire qui est plus forcé que naturel. Puis selon tout ce qu'on fait comme ça, les muscles qui sont impliqués vont changer un peu, puis des fois prendre plus de place ou moins de place. Mais il arrive aussi des fois qu'on développe des habitudes respiratoires qui viennent bloquer un peu le diaphragme. Donc, on ne l'utilise pas pleinement, je dirais. Donc, ça arrive des fois que quand on observe la respiration chez une personne, qu'on remarque que c'est plus dans le haut de la cage thoracique que cette personne-là respire, mais probablement qu'elle est en train d'utiliser plus des muscles accessoires comme les muscles intercostaux ou même les scalènes, qui sont des muscles plus dans la région du cou. Puis, ce qui est intéressant avec ce mouvement-là qu'il fait, notre diaphragme, c'est qu'en fait, c'est pas comme si on prenait une bouchée d'air. C'est plus l'air qui entre à l'intérieur de nous. Fait que le corps, il prépare la place, puis l'air n'a pas le choix de rentrer. Parce que, en fait, quand le diaphragme fait son mouvement de s'abaisser, ça crée une pression négative. Puis ça, l'univers, il n'aime pas ça, les pressions négatives. Donc, la pression à l'intérieur des poumons est rendue plus basse que celle à l'extérieur. L'univers veut rétablir l'équilibre, l'air va juste entrer dans les poumons pour rétablir cet équilibre-là de pression. Puis, à l'expiration, comme le diaphragme remonte, des fois, les abdominaux aident aussi le mouvement. Mais là, le mouvement de remontée va juste laisser l'air sortir de lui-même. Cette idée-là, je la trouve intéressante parce que c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'y penser. T'sais, la vie respire en nous de manière très naturelle, puis c'est un équilibre aussi avec l'environnement qui nous entoure. Donc, ce mouvement-là du diaphragme,
c'est lui qui est impliqué dans les autres rôles qu'il va jouer. C'est qu'il va faire comme un massage un peu sur nos organes, puis il va être important pour les fonctions biomécaniques de nos organes. Je pense, entre autres, à la digestion. Fait que si on est stressé, qu'on n'engage pas notre diaphragme, bien, pour plusieurs raisons, ça va être plus difficile de digérer, fait que notre système nerveux ne sera pas comme dans la bonne posture pour le faire. Mais ça se peut aussi que juste le massage que fait le diaphragme d'habitude, bien, se fasse pas aussi bien, aussi profondément qu'à l'habitude, puis nous aide pas à digérer. Comme j'en parlais aussi dans l'épisode sur le plancher pelvien, bien, tout ce mouvement-là vers les organes va aussi avoir un effet sur le plancher pelvien. Fait que, finalement, c'est comme les vagues que crée le diaphragme vont se répercuter ailleurs dans notre corps. Parmi les petits exercices que je voulais vous donner pour comprendre un peu plus c'est quoi le diaphragme ou intégrer ça dans votre vie, il y avait... c'est des exercices un peu de prise de conscience. Fait qu'une première chose, c'est d'essayer d'aller se rapprocher avec nos doigts du diaphragme. Donc, si on veut, comme en quelque sorte, aller toucher le muscle, puis ça serait même une voie d'accès pour aller l'étirer. On peut placer nos doigts sur les côtes, avec les doigts qui... Supposons qu'on est assis ou debout, les doigts qui regardent par en bas. Puis, on rentre les doigts sous les côtes. Normalement, si le diaphragme est détendu, on devrait être capable de rentrer au moins les premières phalanges. Puis plus il est détendu, plus on peut aller profond avec nos doigts sous les côtes. À partir de cette position-là, si vous voulez mieux comprendre en quoi le diaphragme s'engage quand on inspire et se relâche quand on expire, vous pourriez essayer de faire ça. Glisser les doigts sous les côtes. Puis en gardant les doigts là, essayez de prendre une grande inspiration, de laisser l'expire sortir aussi, puis juste de voir qu'est-ce qui se passe avec vos doigts, à quel moment ils sont expulsés dans dessous de vos côtes. Étant donné que le diaphragme est central dans notre corps, la posture qu'on va adopter va aussi influencer la manière dont on respire. On peut se placer dans la posture de la montagne ou juste debout. Essayez d'avoir le dos droit, comme en imaginant une ficelle sur le sommet de la tête là, qui vient étirer, allonger le dos. Prendre quelques respirations comme ça, sans chercher à contrôler le souffle. Juste observer comment on respire. Puis, laisser le dos s'arrondir, les épaules se recourber un peu vers l'avant, les côtes, la poitrine retombe, on laisse le ventre devenir un peu plus mou, relâché. Même on peut plier un peu les genoux, arrondir le dos. Puis, dans cette position-là, essayer de respirer, puis de voir c'est quoi l'effet de la posture sur notre respiration. Puis finalement, un dernier exercice qu'on peut essayer de faire, que moi j'aime beaucoup pour son côté qui est plus relaxant, c'est de s'allonger dans une posture comme Shavasana ou s'allonger sur le dos avec peut-être un coussin en dessous des genoux, puis de placer sur le ventre un poids. Le poids, ça peut être un livre, ça peut être un sac de riz, ça peut être un coussin qui est assez lourd, ça peut être quelque chose qui pèse là, entre 3 à 15 livres, 1 à 7 kilos environ. Puis au début, juste pour comprendre un peu l'exercice, on peut y aller avec quelque chose de plus lourd pour sentir la différence. Puis éventuellement, juste prendre quelque chose qui est confortable, un poids avec lequel on se sent à l'aise. Puis juste pratiquer notre respiration. Donc se pratiquer à inspirer et à expirer d'une manière qui est lisse, qui n'implique pas de sursaut. Donc ça va nous aider à sentir que ça prend un effort. L'effort se fait à l'inspiration. Puis c'est un exercice aussi qui peut nous aider à renforcer le diaphragme finalement parce qu'on lui demande un petit peu plus d'effort aussi. Donc ça peut être en quelque sorte un entraînement du diaphragme. Je vous parlais en introduction que la respiration, c'est un bel outil pour agir sur le corps. À mon avis, ça peut même servir comme de livre ou d'interprète sur ce qui se passe. Moi, j'utilise beaucoup ma respiration pour savoir ou pour avoir une idée un peu de ce que je suis en train de vivre,
Des fois, je me surprends à respirer d'une manière qui est vraiment stressée, à faire de drôles de sons quand j'inspire ou quand j'expire. Puis des fois, de m'entendre faire ça, ça va être ça qui va me faire réaliser que la tâche sur laquelle je suis en train de travailler, je suis peut-être trop impliquée dedans, puis je mériterais là, de prendre une pause, de m'en distancier un petit peu, de créer un peu plus d'espace pour pouvoir y retourner. D'autres fois, c'est la façon dont je respire qui va m'indiquer que dans un dialogue ou dans une situation, je me sens pas à l'aise, puis que c'est peut-être une bonne idée de me retirer aussi de cette situation-là. Ou à l'inverse, d'une manière très positive, des fois, la présence de quelqu'un va me faire sentir calme, puis ça va paraître sur mon souffle qui va devenir plus lent, plus déposé. Des fois, ça va être une musique ou une ambiance qui vont me permettre de ressentir ça aussi. Donc, je trouve que d'apprendre à écouter notre respiration, ça peut être une belle façon de faire de l'introspection.